La Ford RS200, cette bête de course uniquement conçue dans le but d'aller chercher des noises aux Audi Quattro ou encore au Peugeot 205 Turbo 16, fera malgré elle la une des journaux suite à 2 accidents mortels qui scelleront le sort du groupe B à la fin de la saison 1986. Ford, comme Citroën ou Rover, arrivera en retard face à ses concurrents et n'aura pas l'occasion de démontrer le potentiel de sa voiture, et c'est bien dommage. Bonjour à tous et bienvenue. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'Audi RS2 et aujourd'hui, on va rester dans les RS, mais cette fois-ci chez Ford avec la Ford RS200. Alors il est vrai qu'on a un petit peu tout dit sur cette Ford RS200 qu'on présente souvent comme la fossoyeuse du groupe B. Alors certes, les accidents mortels du rallye du Portugal ou encore en Allemagne impliquèrent une RS200, mais était-ce vraiment la voiture qui était en jeu ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop ce qu'était le groupe B, c'était un rallye. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire du groupe B, il y a une autre chaîne YouTube qui porte le nom d'une pièce de moteur qui l'a très bien expliqué. Oh bon ! Mais si vous voulez le groupe B, imaginez, vous êtes en 1984, vous avez 16 ans, vos parents roulent dans une 205 XAD de base et vous voyez à la télé le groupe B dans lequel des 205 roulent à toute blinde à 200 à l'heure sur des chemins de terre et dont les spectateurs sont au beau milieu de la route. Globalement, le groupe B, c'était à peu près ça. Et ce qui était génial avec le groupe B, non seulement c'était ultra spectaculaire parce que les voitures étaient ultra puissantes, mais c'est qu'on pouvait voir rouler à plus de 200 à l'heure sur des chemins de terre, la voiture qu'on croisait tous les jours. Même si, par exemple, sur une 205, bon, en groupe B, c'était la 205 T16, la Turbo 16, qui ne ressemblait plus vraiment à une 205, mais on voyait quand même quelques similitudes. Cela dit, entre une 205 normale et une 205 T16, je crois qu'il y a très peu de choses en commun. Il doit y avoir la calandre, les feux avant, les feux arrière et les portes. Peut-être le pare-brise aussi. Mais c'est à peu près tout. Mais c'était quand même génial de pouvoir voir sur des rallyes rouler à toute blinde des voitures qu'on pouvait croiser globalement quasiment tous les jours. Un petit peu comme le BTCC, dont on parlera peut-être un jour, où on pouvait voir des Alfa Romeo 155, des Renault Laguna ou encore des breaks Volvo faire la course. C'était génial. Ah, Gabriele Tarquini, pour ceux qui ont la référence. He did the S's. Hey, look! Almost over on 2 wheels. Bref, Ford remportait de nombreux rallyes par le passé, notamment avec l'Escort, mais ils avaient rien du tout pour le groupe B. Sauf que Ford, contrairement aux autres constructeurs et aux concurrents, plutôt que de partir d'une voiture de série pour la transformer en bête de course, ils vont développer une bête de course pour éventuellement la vendre en voiture de série pour la route, pour monsieur tout le monde. Enfin, pour ceux qui avaient les moyens en tout cas. Enfin, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu, et c'est ce qu'on va voir, car dès le début, la Ford RS200 n'est absolument pas prévue. Au début, Ford envisageait une version groupe B de la Ford Escort MK3 avec la RS 1700T. Car à cette époque-là, chez Ford, la révolution, c'était la traction, car avant ça, Ford c'était propulsion. Et la dernière petite sportive de la famille, la Ford Escort XR3, était une traction. Enfin, quand je dis révolution chez Ford, il faut bien voir une chose. La traction est apparue chez Ford en 1976, il me semble, sur la Fiesta. Sauf que, de 1976 à 1996, avec l'apparition de la Fiesta MK4, Ford maîtrisait pas du tout la traction. Et je crois que l'exemple le plus typique de la folie Ford à cette époque-là, ça reste la Fiesta MK3. Si vous voulez, le modèle de base de la Fiesta MK3, on va prendre le 1,1 litre qui devait faire 54 chevaux, je crois. C'était une super petite voiture, confortable, fiable, économique, bien finie, bien foutue, sauf que tous les journalistes étaient d'accord pour dire que la tenue de route était mauvaise.
La direction n'avait aucune précision, le train avant ne savait pas du tout ce qu'il fallait faire, hein. Vous arriviez dans un virage à peine trop vite, ça partait tout droit. Bon, en soi, ça c'est pas très grave, on ralentit, on freine légèrement, ça passe. Sauf que le train arrière était aussi pourri. Parce qu'une fois que vous aviez rechopé de l'adhérence à l'avant, c'est le train arrière qui disait « Oh bah non, moi, non, je vais aller voir les arbres là-bas ». Et ça, c'était déjà sur le modèle de base avec la plus petite puissance. Mais Ford, pour concurrencer les 205 GTI et compagnie, ils ont sorti la XR2i, ou comment développer une voiture plus puissante avec un plus gros moteur, mais au châssis, eh ben, on change rien. Enfin, j'exagère à peine, il y avait quelques changements, les pneus étaient plus gros. Mais comme si ça ne suffisait pas, pour aller chercher des moteurs turbo-compressés qu'on pouvait retrouver chez Renault, Ford s'est dit on va prendre la XR2i, ok, elle tient pas très bien la route, et on va y mettre un gros turbo. On va l'appeler la Ford Fiesta RS Turbo. 133 chevaux dans un truc qui tient pas la route du tout. Et à l'époque, encore une fois, tous les journalistes étaient d'accord pour dire que c'était une voiture plutôt ultra dangereuse. Alors certes, en ligne droite, elle dégommait tout le monde, c'était la plus rapide, elle était en plus ultra confortable, très bien finie, très bien équipée, mais il fallait surtout pas qu'il y ait un virage. Bref, voiture tellement dangereuse d'ailleurs que Ford décida d'arrêter la production au bout de 6 mois. Cela dit, aujourd'hui c'est une voiture super parce qu'il ne faut pas grand chose pour la rendre bien meilleure. Des cylindres en bloc en polyuréthane, bref, ça peut être une voiture vraiment ultra efficace. Mais à l'époque chez Ford, encore une fois, la traction c'était pas du tout maîtrisé. Il fallut attendre les années 96 avec l'apparition de la Fiesta MK4, la Puma, la Focus pour que Ford devienne vraiment presque une référence d'ailleurs en ce qui concerne la tenue de route et la précision de conduite. Mais avant ça, pendant 20 ans, c'était nul. Bref, revenons-en à la genèse de la RS200 qui pour l'instant n'existe pas encore puisque Ford se concentre sur l'Escort RS 1700T pour essayer de rentrer en groupe B. Et les ingénieurs du service compétition de la marque n'ont d'autre choix que de se tourner vers l'Escort MK3 pour en dériver un modèle sportif puisque le règlement impose une homologation à minimum 200 exemplaires de version route pour entrer en compétition. Puisque s'il n'y avait pas au minimum 200 modèles destinés au public qu'on pouvait acheter pour rouler sur la route, qui étaient homologués, le règlement du championnat groupe B disait tout simplement « vous ne pouvez pas participer ». Et dans un premier temps, les ingénieurs du service compétition de Ford proposent à la direction de partir sur une 4 roues motrices. Sauf que la direction dit « non, 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 chez Ford, nous on veut des propulsions ». Ça a toujours été le cas, on veut de la propu. Nous sommes en février 1980 et enfin tout le monde arrive à se mettre à peu près d'accord et on part donc sur une propulsion. À l'époque, Ford voulait une propulsion. Une voiture de course Ford, c'était automatiquement une propulsion. Et ainsi, plusieurs protos vont être étudiés. Et le premier proto de l'Escort RS 1700T a officiellement été présenté à Francfort en août 1980. La marque devait donc en produire 200 exemplaires homologués pour la route et développer à partir de cette base 20 versions destinées à la compétition. Mais c'est un petit peu là le problème, car chez Ford, on a tellement développé la version route qu'on ne sait pas trop comment les faire évoluer en version course. Sachant qu'ils hésitent encore sur le moteur qu'il y aura dans la RS 1700T. Mais en avril 82, 2 prototypes sont envoyés au Portugal pour des essais, dont Harry Vatanen fera partie des pilotes d'essai d'ailleurs. Mais l'une des 2 voitures sort de piste, elle est sérieusement endommagée, ce qui arrête un peu prématurément les essais. Et au mois de décembre, des essais reprennent, mais cette fois-ci en Angleterre et avec de nouveaux moteurs. Mais cette fois-ci, la fiabilité n'est pas du tout au rendez-vous et on arrête encore une fois un peu rapidement les essais. Le développement prend du retard, la direction de Ford n'en peut plus et en mars 83, ils décident carrément d'arrêter le programme qui ressemble de plus en plus à une plaisanterie. Et déjà complètement à la bourre par rapport aux concurrents, en plus de ça, Ford va partir d'une page blanche pour concevoir celle qui deviendra la Ford RS 200. Ford RS 200 qui d'ailleurs n'a rien à voir avec le reste de la gamme. C'est vraiment une voiture à part entière et elle est absolument magnifique. Et je trouve d'ailleurs, c'est un avis personnel, c'est un parfait mélange
de design des années 70 et 80. À l'avant, on retrouve des phares tout ronds, tout mignons, presque, très années 70, et des lignes assez tendues, et beaucoup plus de kitsch des années 80, surtout à l'intérieur d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que je trouve que c'est vraiment une voiture parmi les plus belles ou charmantes qui n'ait jamais existé. Et la Ford RS 200, dont le 200 ne correspond pas à la puissance, mais bien au nombre d'exemplaires prévus, et je dis bien prévus, car rien ne se passera comme prévu. Donc la Ford RS 200, c'est une œuvre pour quatuor, avec dans l'orchestre Ford, évidemment, Ghia pour le design, Tickford pour le développement et Reliant pour la production. Et après la production de 6 prototypes en 1984, la voiture est présentée au salon de Turin la même année. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 1,8 litre de 250 chevaux avec un gros turbo, en tout cas pour ses versions route. Et pour les versions course, on aura plusieurs kits, notamment des puissances de 380 ou encore 450 chevaux. Toutes les RS 200 en tout cas sont des versions 4 roues motrices et les versions civiles ne pèsent seulement que 1180 kg. Bon, maintenant parlons de choses qui fâchent. Combien de RS 200 furent réellement produites? D'après la FIA, qui a validé l'homologation de la RS 200, 200 RS 200 furent produites. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En réalité, 200 châssis et l'équivalent en pièces détachées furent produits. Mais en réalité, toutes les voitures n'ont pas été assemblées. Ce qui est sûr, c'est que 29 exemplaires furent des versions rallye et 20 des versions évolution, avec des freins et des suspensions revues et surtout un nouveau moteur, un 2,1 litres de 350 chevaux. Et 4 exemplaires supplémentaires appelés Evolution 2 auront des kits qui porteront la puissance à 450 bourrins. Au total, 52 exemplaires furent vendus en 85, 7 en 86, 41 en 87, 36 en 88 et 18 en 89, soit un total de 154 exemplaires vendus, sans compter les 6 prototypes. Il manque donc 46 exemplaires qui serviront de banque d'organes et de stock de pièces détachées. Donc, sur les 154 exemplaires produits en tout, si on considère que 53 furent des versions rallye ou évolution, il nous reste donc 101 exemplaires de version civile homologuées pour la route. Après ces calculs d'apothicaire, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, une Ford RS 200, ça coûte un bras. C'est une voiture hyper rare, à l'histoire controversée, au look atypique et unique, car aucune Ford ne lui ressemble, autant de caractéristiques pour faire complètement exploser les enchères. C'est une bestiole bien désirable qui aujourd'hui se négocie entre 400 et 600 000 euros. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, et je m'en étais jamais aperçu auparavant, ça n'a rien à voir avec le prix, mais quand on regarde la planche de bord de la Ford RS 200, on retrouve beaucoup de la planche de bord de la Pontiac Fiero.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne secondaire Autostrada ou encore sur Insta, Robafort PVO. Je vous mets les liens dans la description ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo également. Portez-vous bien et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!